Ma belle-mère a eu un petit sourire en coin, lorsque je suis entré dans le tribunal des affaires familiales, en tenant la main de ma fille de 7 ans. « Tu n'as aucune chance », a-t-elle murmuré. 30 secondes plus tard, le juge a levé les yeux, a souri, et a dit « Bonjour, colonel ». On aurait pu entendre une mouche voler. Ma belle-mère a cligné des yeux 2 fois, m'a regardé, puis a de nouveau regardé le juge. « Tu es colonel ?» a-t-elle chuchoté, à peine assez fort pour que je puisse l'entendre. J'ai simplement hoché la tête. Puis, j'ai reporté mon attention sur ma fille. Émilie serrait ma main si fort, que ses petits doigts lui faisaient presque mal. « Tout va bien, ma chérie », ai-je murmuré. Elle a levé vers moi ses yeux bleus et nerveux. « Maman, est-ce que ça va aller pour nous ?» Je me suis forcé à sourire. « Nous allons dire la vérité. » C'était la seule chose que je lui promettais, car la vérité était la seule chose dont j'étais certaine, ce matin-là. Je m'appelle Rebecca Harrison. J'ai 46 ans, et jusqu'à ce moment précis, presque personne dans la famille de mon mari ne savait ce que j'avais fait pendant plus de 2 décennies, avant de devenir la mère d'Émilie. Ils savaient que j'avais servi dans l'armée. Ils supposaient que j'avais été une employée de bureau, une responsable des fournitures, ou peut-être une administratrice. Je ne les ai jamais corrigés. Non pas parce que j'avais honte, mais parce qu'une fois à la retraite, je voulais laisser mon grade à la porte, et vivre simplement comme une épouse et une mère. Avec le recul aujourd'hui, j'ai peut-être trop bien caché cette partie de moi-même. Ce mercredi matin, au début du mois d'octobre, le tribunal des affaires familiales de Nashville était déjà bondé, avant même 9 heures. Des parents étaient assis calmement, sur des bancs en bois. Des enfants coloriaient, dans des cahiers d'activités. Des avocats se pressaient dans les couloirs, portant des dossiers, et des gobelets de café en carton. Tout sentait légèrement la cire à parquet, et le café rassis. Émilie et moi étions arrivés avec près de 40 minutes d'avance. Elle portait la petite robe bleu marine, qu'elle avait choisie elle-même. « J'ai l'air courageuse et toute bleue », m'avait-elle dit pendant le petit déjeuner. J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Absolument. » Puis, ils sont entrés. David et sa mère. Margaret Harrison entrait toujours dans une pièce, comme si elle s'attendait à ce qu'on la remarque. Un tailleur pantalon couleur crème, un collier de perles, et une coiffure impeccable. Elle m'a repéré immédiatement. « Oh » a-t-elle dit assez fort, pour que plusieurs personnes autour de nous l'entendent. Rebecca est vraiment venue. David se tenait à côté d'elle, portant un costume gris anthracite, que je lui avais acheté des années plus tôt, pour l'une de mes cérémonies de départ. C'est drôle de voir comment les vêtements survivent parfois au mariage. Margaret a regardé autour d'elle, dans la salle d'attente. Pas d'avocat. Je n'ai pas répondu. Elle a souri. Je suppose qu'ils sont chers, quand il ne vous reste plus grand-chose. Émilie s'est rapprochée un peu de moi. Margaret l'a remarqué. Ne t'inquiète pas, ma chérie, a-t-elle dit doucement à ma fille. Tu vivras dans un endroit bien plus beau, très bientôt. Cette phrase a exigé chaque once de maîtrise de soi, dont je disposais. J'avais envie de lui dire d'arrêter de parler à mon enfant. Je voulais lui rappeler que les enfants n'étaient pas des trophées à remporter. Au lieu de cela, je me suis simplement agenouillé, à côté d'Émilie. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé ? Émilie a hoché la tête. Quand les grandes personnes se disputent, je n'ai pas à m'en mêler. Elle avait fini sa phrase. C'est bien, ma grande. Margaret a levé les yeux au ciel, faisant toujours de petits discours. David a fini par parler. Maman, s'il te plaît. Pas maintenant. Elle a haussé les épaules de manière théâtrale. Je suis juste honnête. Honnête ? Ce mot m'a presque fait rire. Si l'honnêteté avait compté pour Margaret, nous ne serions pas debout, devant la salle d'audience 4B, pour commencer. À 8h55 précise, l'huissier a ouvert les portes du tribunal. Rôle des gardes d'enfants. Harrison contre Harrison. Émilie m'a de nouveau regardé. J'ai pris une lente inspiration. Nous sommes prêtes. Du moins, je l'espérais, car 3 ans plus tôt, si quelqu'un m'avait dit que je me battrais un jour contre mon propre mari, pour la garde de notre fille, je l'aurais traité de fou. À l'époque, je pensais que David Harrison était le choix le plus sûr que j'ai jamais fait. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. 3 ans auparavant, ma vie semblait si ordinaire,
que je croyais honnêtement que les chapitres les plus difficiles étaient derrière moi. J'avais pris ma retraite de l'armée, après 22 ans de service. La cérémonie de départ s'est déroulée à Fort Campbell, par un beau matin de printemps. Il y a eu des discours, des poignées de main, un drapeau plié, et bien plus de photos que je ne le souhaitais. Mes parents ont fait la route depuis le Kentucky. Mon jeune frère m'a surprise, en apportant un barbecue de mon endroit préféré, à Clarksville. Quand quelqu'un m'a appelé colonel Harrison ce jour-là, cela m'a semblé étrangement lointain. Je me souviens avoir dit à l'un de mes anciens officiers, « Demain, je serai juste Rebecca ». À l'époque, je le pensais vraiment. Après 2 décennies de déploiement, de réunions de commandement, de logistique d'urgence, et d'innombrables nuits passées à dormir dans des logements temporaires, je voulais quelque chose de simple, une maison, une famille, et une petite fille qui saurait que sa mère serait là pour chaque anniversaire. David semblait vouloir les mêmes choses. Nous nous sommes rencontrés, 6 mois après ma retraite, lors d'un dîner de collecte de fonds pour les vétérans blessés, à Franklin, dans le Tennessee. J'aidais à organiser les articles pour une vente aux enchères silencieuse. Il était là, parce que son entreprise de construction avait fait don de matériaux pour un projet de logement. Il était charmant sans trop en faire, drôle, patient, le genre d'homme qui pensait à me resservir du café, avant même que je ne réalise que ma tasse était vide. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a interrogé sur ma carrière dans l'armée. « Qu'est-ce que tu faisais ?»« De la logistique. » Il a ri. Ça a l'air important. Cela signifie surtout, résoudre des problèmes avant que tout le monde ne s'en rende compte. J'aime bien ça. Je lui ai donné la version courte. Je n'ai jamais parlé de grade, je n'ai jamais énuméré de récompense, je n'ai jamais mentionné de commandement. Pour moi, cette vie-là était terminée. David n'a jamais demandé plus de détails, et honnêtement, j'appréciais cela. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard, dans une petite église, à l'extérieur de Franklin. Rien d'extravagant. Environ 60 invités, une réception au centre communautaire, avec du poulet frit, de la purée de pommes de terre, et un gobelet aux pêches. Mes anciens amis de l'armée m'ont taquiné, parce que j'avais troqué la précision militaire, pour la cuisine réconfortante du Sud. Je leur ai répondu que le réconfort était exactement ce que je recherchais. Quand Émilie est née 2 ans plus tard, j'ai cru avoir enfin trouvé la vie dont j'avais rêvé, lors de ces innombrables nuits solitaires à l'étranger. Puis, tout a changé si progressivement, que je m'en suis à peine aperçu. Au début, c'était de petites remarques. David souriait et disait, « Tu n'as pas besoin de tout organiser, comme une opération militaire. » Il plaisantait, la plupart du temps. Puis, Margaret a commencé à passer à l'improviste, sans appeler. Elle ouvrait mon réfrigérateur, réorganisait les placards de la cuisine, et me disait que l'heure du coucher d'Émilie était trop précoce. Un après-midi, elle m'a regardé plier le linge et a dit, « Tu sais, l'armée t'a peut-être appris la discipline, mais élever une famille, c'est complètement différent. » J'ai souri poliment. J'apprends tous les jours. Elle m'a tapoté l'épaule. Je l'espère. J'ai essayé de l'ignorer. Les gens me disaient que les relations avec une belle-mère pouvaient être compliquées. Je ne voulais pas que chaque désaccord se transforme en bataille. David me défendait rarement. Au lieu de cela, il soupirait et disait « Maman a de bonnes intentions ». C'est devenu sa phrase préférée. Si Margaret critiquait ma cuisine, maman a de bonnes intentions. Si elle remettait en question ma façon de discipliner Émilie, maman a de bonnes intentions. Si elle suggérait que je gaspillais l'argent de David, parce que j'avais arrêté mon activité de consultante après la naissance d'Émilie, maman a de bonnes intentions. Un soir, après le départ de Margaret, je lui ai finalement demandé, « Remarques-tu parfois la façon dont elle me parle ?» Il a levé les yeux de la télévision. « Rebecca, pourquoi supposes-tu toujours qu'elle t'attaque ? » Je ne le suppose pas, alors, laisse couler. J'en avais envie. Je le voulais vraiment, car chaque mariage traverse des périodes difficiles. Chaque famille a des personnalités compliquées. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, que si je restais patiente, les choses finiraient par s'améliorer. Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je ne protégeais pas mon mariage. Je protégeais la version de celui-ci, que j'aurais aimé voir exister. Et ce sont 2 choses, très différentes. La première véritable fêlure dans notre mariage, n'est pas venue d'une dispute. Elle est venue de notre compte courant.
Je payais les factures un mardi après-midi, pendant qu'Émilie était en classe de CP. Elle adorait l'école, surtout les mardis, parce qu'il servait des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, à la cantine. Je me suis connecté à notre compte commun, avec une tasse de café à mes côtés. Le solde semblait faux, pas d'une erreur de quelques centaines d'euros, mais d'une erreur de près de 80 000 euros. J'ai rafraîchi la page, puis encore une fois. J'ai vérifié l'historique des transactions. Virement bancaire. 2 semaines plus tôt, un autre virement. 3 jours après cela, un troisième, le lundi suivant. Ensemble, ils représentaient presque tout ce que nous avions passé des années à économiser. J'ai fixé l'écran, convaincu qu'il devait y avoir une erreur. Quand David est rentré ce soir-là, je l'ai rejoint dans la cuisine. La banque a-t-elle fait une erreur? Il a desserré sa cravate. Quelle erreur? Le compte épargne. Il s'est figé, pendant une fraction de seconde. C'était suffisant. J'ai déplacé l'argent. J'ai cligné des yeux. Tu as fait quoi? Je l'ai déplacé. Sans me le dire? C'est toujours notre argent. Il n'est plus sur notre compte. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur, l'a ouvert, et a sorti une bouteille d'eau, aussi calmement que si nous discutions de la pluie et du beau temps. J'ai réorganisé certaines choses. Je l'ai suivi. David, c'est 80 000 euros. Je sais exactement combien c'est. Alors, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a dévissé le bouchon de la bouteille. Parce que tu aurais réagi de manière excessive. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce que je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu as vidé nos économies. Je les ai protégées. De qui? Il m'a regardé droit dans les yeux. De l'incertitude. Cette réponse est restée gravée en moi, bien après la fin de la conversation. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pas encore. 3 jours plus tard, j'ai découvert pourquoi. Émilie avait cours de gymnastique, le jeudi soir. David avait dit qu'il irait la chercher après, car j'avais une réunion de parents d'élèves, à l'école. Quand la réunion s'est terminée plus tôt que prévu, j'ai décidé de leur faire la surprise, en apportant des glaces. Au lieu de cela, je me suis garé dans l'allée de la maison de Margaret. Le pick-up de David y était déjà. Le petit sac à dos d'Émilie, également. La fenêtre de devant, était légèrement entr'ouverte. En marchant vers le porche, j'ai entendu des voix. Celle de Margaret. Et celle de David. Tu as attendu assez longtemps, disait Margaret. David a soupiré. Je sais. Alors, dépose les papiers. Je vais le faire, pour Émilie. Il y a eu un silence. Nous demanderons la garde principale. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Margaret a repris la parole. Rebecca n'a aucune chance, si nous nous y prenons correctement. David n'a pas répondu, et elle a continué. Elle n'est plus sur le marché du travail, depuis des années. Elle a pris sa retraite. Exactement. Margaret semblait presque ravie. Le juge verra une mère, sans véritable carrière actuelle, et un père stable, capable de subvenir aux besoins de l'enfant. J'ai serré la rambarde du porche si fort, que mes jointures sont devenues blanches. Puis est venue la phrase, qui m'a retourné l'estomac. Nous soulèverons également des inquiétudes, concernant son service militaire. La voix de David s'est faite plus basse. Maman, les gens entendent l'armée, et ils pensent traumatisme. Elle n'a pas de stress post-traumatique. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas poser de questions. Le silence. Un long silence inconfortable. Finalement, David a parlé. Notre avocat a dit que cela pourrait influencer l'évaluation de la garde. Il savait. Il savait que ce n'était pas vrai, et il était prêt à s'en servir, malgré tout. Je me suis éloigné de la fenêtre à reculons, avant qu'il ne puisse me voir. Je ne me souviens pas du trajet pour rentrer chez moi. Je me souviens seulement d'être resté assise dans mon allée, une fois la nuit tombée, pendant qu'Émilie dormait dans son siège auto, tenant toujours le lapin en peluche, qu'elle emmenait partout avec elle, depuis la maternelle. Cette nuit-là, après l'avoir couché, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait, depuis des années. Non pas parce que mon mariage prenait fin, mais parce que l'homme que j'aimais, se préparait à utiliser notre fille comme une arme. Les papiers du divorce sont arrivés 6 jours plus tard.
Je n'étais pas surprise, mais une page m'a glacé le sang. Requête pour la garde physique exclusive. Je suis restée assise à la table de ma cuisine, pendant près d'une heure, à lire chaque accusation. La plupart d'entre elles n'étaient pas seulement injustes, elles étaient complètement fausses. Pour la première fois depuis ma retraite de l'armée, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un divorce. C'était une campagne militaire. Les gens disent toujours que le divorce fait ressortir le pire chez l'être humain. Je pensais que c'était juste une phrase, que les gens répétaient pour se rassurer. Puis, j'en ai vécu un. Dans les 2 semaines qui ont suivi la réception des papiers, notre carte de crédit commune a été bloquée. David avait ouvert un nouveau compte courant à son nom, des mois auparavant. Les factures d'électricité et d'eau, qui avaient toujours été prélevées automatiquement, ont soudainement commencé à être rejetées. Je me souviens d'avoir fait la queue, à la compagnie d'électricité de Franklin, tenant un dossier rempli de paperasse, tout en me demandant comment 2 personnes, qui s'étaient autrefois promis de vieillir ensemble, en étaient arrivées à se disputer, pour savoir qui devait payer la facture d'eau. Émilie remarquait tout. Les enfants voient toujours tout. Un soir, elle m'a regardé pendant que je préparais des macaronis au fromage, et a demandé, « Maman, est-ce que nous sommes pauvres maintenant ?» Cette question m'a fait plus mal que les papiers du divorce. J'ai souri, et j'ai remué les pattes. « Non, ma chérie. » Alors, pourquoi est-ce que tu regardes les prix, à chaque fois qu'on va au supermarché? Parce que j'avais commencé à acheter les marques de distributeurs. Parce que j'avais arrêté de mettre des steaks dans le caddie. Parce que chaque euro comptait soudainement. Mais elle n'avait pas besoin de porter ce fardeau. Nous sommes juste intelligentes avec notre argent. Elle a accepté cette réponse. Les enfants nous font souvent confiance, bien avant que nous ne l'ayons mérité. Le lundi suivant, j'ai rencontré mon 2e avocat. Le premier m'avait demandé un devis de près de 30 000 euros, rien que pour la préparation du procès. Le second était plus humain. Il a écouté attentivement, a feuilleté mes papiers, puis s'est adossé à sa chaise. « Rebecca, » a-t-il dit doucement, « vous avez un dossier solide. » J'ai ressenti de l'espoir, pour la première fois depuis des jours. Puis, il a fait glisser un bloc-notes jaune, sur le bureau. L'estimation de ses honoraires s'élevait à près de 22 000 euros. Je l'ai remercié pour son honnêteté. Puis, je suis rentré chez moi, et j'ai pleuré sur le parking d'un Crozet, avant d'aller acheter du lait et des céréales. Au cours du mois suivant, j'ai vendu presque tout ce qui n'était pas lié à un souvenir. Le vieux pick-up Ford ancien, que mon père et moi avions restauré ensemble. Une collection de plats de service en cristal, dont j'avais hérité de ma grand-mère. Plusieurs bijoux, qui avaient passé des années à dormir dans un tiroir. Chaque vente ressemblait à un nouvel adieu. Un samedi matin, Émilie est entrée dans le garage, alors que je regardais un homme s'éloigner au volant du vieux pick-up de papa. « On vend le camion de grand-père » J'ai hoché la tête. Elle a glissé sa main dans la mienne. J'aimais bien ce camion. Moi aussi. Elle s'est blottie contre moi, sans dire un mot de plus. Parfois, une enfant de 7 ans, sait exactement à quel moment le silence est plus doux que les questions. La pression émotionnelle n'était pas le seul défi. L'avocat de David déposait requête sur requête. Des demandes de relevés financiers, de dossiers médicaux, d'états de service militaire, et même mes anciennes notes de consultation psychologique, datant des années qui ont suivi ma retraite. Cela semblait interminable. Un après-midi, j'ai étalé chaque document, sur la table de ma salle à manger. Des piles de relevés bancaires, de déclarations d'impôts, de bulletins scolaires, et de documents militaires. Émilie est entrée dans la pièce, portant un livre de coloriage. Ça fait beaucoup de devoirs. J'ai ri pour la première fois de la semaine. C'est sûr. Elle a grimpé sur mes genoux. Est-ce que tu vas gagner? J'ai regardé son petit visage plein d'espoir. Tout mon instinct me poussait à lui promettre que tout irait bien. Mais l'armée m'avait appris une chose importante. Ne promettez jamais ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, à la place, j'ai embrassé son front. Je vais me battre, aussi fort que je le peux. Elle a souri. Je sais. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Colonel James Whittaker, mon ancien commandant de brigade ». Nous ne nous étions pas parlé, depuis près de 4 ans. « Rebecca » a-t-il dit chaleureusement lorsque j'ai décroché. J'ai appris ce qui se passe.
Les nouvelles voyagent vite, dans les cercles militaires. J'ai des hommes qui prendraient l'avion pour le Tennessee dès demain, si tu avais besoin d'eux. J'ai souri, malgré moi. Je sais que vous le feriez. Alors, quel est le plan? J'ai jeté un coup d'œil autour de ma salle à manger, vers cette montagne de paperasse. Pendant un long moment, je n'ai pas répondu. Puis, j'ai finalement dit, la seule chose qui me semblait juste. Je vais les battre de la même manière, que nous avons résolu chaque mission impossible. C'est-à-dire? La préparation. Il y a eu un silence. Puis il a ri. J'espérais que tu dirais ça. Je ne voulais pas de faveur. Je ne voulais pas que quiconque tire des ficelles pour moi. Je voulais que la vérité suffise. Il me fallait juste la prouver. Les gens supposent parfois que, si vous passez 22 ans dans l'armée, vous rentrez chez vous, en voulant que tout le monde le sache. Pour moi, c'était l'inverse. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai rangé mes uniformes dans des housses, j'ai plié mes médailles, et j'ai stocké chaque plaque et chaque certificat, dans le grenier. Non pas parce que je n'étais pas fier, mais parce que ce chapitre était clos. Je voulais qu'Émilie me connaisse comme la maman, qui préparait ses déjeuners et qui se portait volontaire pour les sorties scolaires, et non comme l'officier, qui avait passé des années à résoudre des crises d'approvisionnement, à l'autre bout du monde. David savait que j'avais pris ma retraite en tant qu'officier. Il savait que j'avais passé la majeure partie de ma carrière, dans la logistique. C'était à peu près tout. Il n'a jamais demandé quel grade j'avais occupé. Il n'a jamais demandé en quoi consistait réellement mon travail. Margaret non plus. Elle a simplement supposé, que si je ne parlais pas de ma carrière militaire, cela ne devait pas être très important. Je l'ai laissé le croire. Avec le recul, c'était peut-être mon erreur. Ou peut-être pas. Une semaine avant l'audience finale pour la garde, le colonel Whittaker a rappelé. « As-tu changé d'avis ?» a-t-il demandé. À propos de quoi? D'accepter de l'aide. J'apprécie la démarche, mais je ne veux pas que quelqu'un passe des coups de fil à des juges ou à des politiciens. Il a ri. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Je sais. Mais, nous avons une autre idée. Je me suis adossé à ma chaise de cuisine. J'écoute. Le tribunal n'a pas besoin de faveurs. Non, il a besoin de faits. Sur ce point, j'étais d'accord. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe envoyée en express est arrivée de Fort Campbell. À l'intérieur, se trouvaient des copies certifiées conformes de mes états de service, de mes évaluations de performance, de mes affectations de commandement, de mes lettres de félicitations, et de l'historique de mes déploiements. Rien de classifié, rien de dramatique, juste des dossiers officiels, montrant exactement qui j'avais été, pendant plus de 2 décennies. Au fond de la pile se trouvait une enveloppe supplémentaire, avec un mot manuscrit, « Rebecca, tu n'auras pas besoin de moi au tribunal, mais si tu as besoin de conseils, appelle-moi à tout moment. » Tom Richard, colonel à la retraite, ancien officier du JAG. Nous avions servi ensemble, lors d'une opération humanitaire, après de graves inondations le long du Mississippi, des années auparavant. Il était devenu avocat, après avoir quitté le service actif. Quand je l'ai appelé ce soir-là, il a décroché à la 2e sonnerie. Ce n'est pas trop tôt. Tu savais que j'appellerais. Je savais que tu lirais au moins le mot. Pendant près de 2 heures, il m'a guidé, à travers la procédure du tribunal des affaires familiales. Pas la stratégie. La procédure. Quand l'autre avocat fera une objection, m'a-t-il dit, ne panique pas, je ne paniquerai pas. Si tu ne comprends pas une question, tu demandes des éclaircissements. Exactement. Il a marqué une pause. Rebecca. Tu ne pars pas au combat. J'ai souri. Je sais. Il ne s'agit pas de vaincre quelqu'un. Il s'agit de protéger Émilie. C'est ça, la mission. Mission. Je n'avais pas utilisé ce mot depuis des années. Curieusement, l'entendre à nouveau a apaisé mes nerfs. Au cours des soirées suivantes, après qu'Émilie soit allée se coucher, j'ai transformé notre salle à manger en ce qui ressemblait à un centre de commandement. Des bloc-notes jaunes, des post-it, des classeurs à 3 anneaux, et des intercalaires de couleurs. J'ai classé chaque document par date, chaque relevé bancaire, chaque email, chaque bulletin scolaire, chaque SMS. Si l'avocat de David posait une question, je voulais savoir exactement où se trouvait la réponse. Une nuit,
Émilie est descendue en pyjama dinosaure, en se frottant les yeux. Maman, qu'est-ce que tu fais debout? J'ai fait un mauvais rêve. Elle a grimpé sur mes genoux. Ses yeux ont parcouru les piles de classeurs. C'est pour le tribunal? Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, elle a posé une question, qui m'a brisé le cœur. Et si le juge ne te croit pas? J'ai regardé cette petite fille, qui me confiait chaque aspect de son monde. Je ne peux pas décider de ce que les autres croient. Elle a froncé les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai souri. Je peux dire la vérité. Elle a réfléchi à ça. Puis, elle a hoché la tête. La vérité, c'est plutôt fort. J'ai embrassé le sommet de sa tête. C'est généralement le cas. La nuit précédant l'audience, après qu'Émilie se soit endormie, je suis resté dans le grenier, à regarder la housse qui contenait mon vieil uniforme de cérémonie de l'armée. L'espace d'une seconde, j'ai envisagé de l'emporter avec moi. Puis, j'ai refermé la housse. Je n'allais pas au tribunal en tant que colonel. J'y allais en tant que mère d'Émilie. Le lendemain matin, à 8h55 précise, l'huissier a ouvert les portes de la salle d'audience. J'ai pris la main de ma fille et, ensemble, nous sommes entrés. La salle d'audience semblait plus petite, une fois que tout le monde a eu pris place. Pas physiquement, mais émotionnellement. Chaque toux paraissait plus forte. Chaque page que quelqu'un tournait, résonnait à travers la pièce. Émilie s'est assise à côté de moi, balançant ses jambes juste assez, pour que ses chaussures noires brillantes touchent à peine le sol. Elle serrait contre elle le lapin en peluche, qu'elle possédait depuis la maternelle. De l'autre côté de l'allée, David était assis à côté de son avocat, Mark Ellison, un célèbre avocat spécialisé en droit de la famille à Nashville. Margaret occupait le siège derrière eux, habillée comme si elle assistait à un déjeuner de charité, au lieu d'une audience pour la garde d'un enfant. Elle a croisé mon regard et a souri. Non pas avec bienveillance, mais avec assurance. Elle croyait toujours que cette journée leur appartenait. L'huissier s'est levé. Levez-vous. Tout le monde s'est mis debout, lorsque le juge Harold Simmons est entré, par la porte latérale. Il avait probablement la soixantaine, des cheveux argentés, et des lunettes à monture métallique. Son expression était calme, le genre d'expression qui ne révèle rien. Il a posé son dossier sur le pupitre, a ajusté ses lunettes, et a commencé à examiner le rôle. Puis, il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Son visage s'est adouci. Bonjour, colonel Harrison. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis, la pièce entière a semblé retenir son souffle. Margaret a froncé les sourcils. David m'a regardé, puis a regardé le juge. Même monsieur Ellison a cligné des yeux, de surprise. J'ai souri poliment. Bonjour, votre honneur. Le juge a hoché la tête une fois, avant de retourner au dossier qui se trouvait devant lui. C'était tout. Pas de conversation, pas de traitement de faveur, simplement une reconnaissance professionnelle, entre deux personnes dont les chemins s'étaient croisés des années auparavant. Derrière moi, j'ai entendu Margaret chuchoter, « Tu es colonel ». Je me suis légèrement retourné. J'ai pris ma retraite, il y a plusieurs années. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Elle a regardé David. Tu ne le savais pas, David m'a dévisagé. Non. La prise de conscience s'est répandue sur son visage, au ralenti. Non pas parce que le grade signifiait automatiquement quelque chose au tribunal des affaires familiales. Ce n'était pas le cas. Mais parce qu'il comprenait soudainement qu'il y avait toute une partie de ma vie qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir. Le juge Simmons s'est raclé la gorge. Maître, sommes-nous prêts à commencer? Monsieur Ellison s'est levé. Oui, votre honneur. Puisque je me représentais moi-même, je me suis levé également. Prête, votre honneur. Margaret a vraiment ri sous cape. Je l'ai ignoré. Le juge a examiné quelques questions préliminaires, avant d'inviter monsieur Ellison à présenter le dossier de David. Pendant près de 30 minutes, l'avocat a brossé de moi un portrait, qui ne ressemblait guère à la réalité. Une militaire à la retraite, qui avait du mal à s'adapter à la vie civile. Une mère qui était rigide, quelqu'un qui manquait prétendument de flexibilité émotionnelle. Il parlait avec aisance, avec confiance. Quand il a eu terminé,
le juge s'est tourné vers moi. Madame Harrison. Je me suis levé. J'aimerais commencer par la pièce numéro 4, votre honneur. Monsieur Ellison a tendu un dossier. J'ai souri. Votre honneur, avant d'aborder la pièce numéro 4, puis-je poser une question à monsieur Harrison? Le juge a hoché la tête. Vous le pouvez. David s'est dirigé vers la barre des témoins. Il avait l'air mal à l'aise. Pas effrayé, juste incertain. Je me suis avancé vers le pupitre, ne portant qu'un bloc-notes jaune. Pas de geste dramatique, pas de voix élevée. Juste une seule question. David, vous avez témoigné que je m'étais retiré de la vie de famille, après avoir pris ma retraite de l'armée. Oui. J'ai hoché la tête. Qui a assisté à chaque réunion de parents d'élèves, qu'Émilie ait jamais eue? Il a hésité. Toi. Qui a entraîné son équipe de football, pendant 2 saisons? Toi. Qui s'est porté volontaire dans sa classe, chaque vendredi? Toi. J'ai attendu. Alors, quand exactement, me suis-je retiré de la vie de famille? Il a regardé vers son avocat. Monsieur Ellison est resté silencieux. David a dégluti. Je parlais émotionnellement. Je vois. J'ai ouvert un classeur. Voulez-vous que je lise le SMS, que vous m'avez envoyé, après l'une de ces réunions de parents d'élèves? Il a remué sur son siège. Non. J'ai regardé le juge. Votre honneur, j'aimerais soumettre la pièce numéro 12. Le juge Simons a accepté le document, et a commencé à le lire silencieusement. Ses sourcils se sont très légèrement levés. La dynamique à l'intérieur de la salle d'audience avait changé. Non pas grâce à ma carrière militaire, mais parce que les faits ont le don de trancher à travers les suppositions. Et ce n'était que le début. Le juge Simons a fini de lire le SMS, avant de rendre le document au greffier. La pièce 12 est admise. Monsieur Ellison s'est levé. Objection, votre honneur. Le message n'établit pas la capacité globale du témoin à être parent. Il établit le contexte d'un témoignage précédent, a répondu calmement le juge. Objection rejetée. J'ai pris une lente inspiration. Une question à la fois. Cela avait toujours été mon approche, que je coordonne des convois de ravitaillement à l'étranger, ou que j'aide Émilie avec ses mathématiques de CE1. Essayer de tout résoudre en même temps, signifiait généralement ne rien résoudre du tout. J'ai regardé David à nouveau. Vous avez témoigné que j'avais eu des difficultés émotionnelles, après avoir quitté l'armée. Oui. Pouvez-vous dire au tribunal, quand on m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique? Il a froncé les sourcils. Je ne sais pas. Est-ce qu'un médecin vous a déjà dit que je souffrais de stress post-traumatique? Non. Avez-vous déjà assisté à un rendez-vous médical, où ce diagnostic a été posé? Non. Parce que ce n'est jamais arrivé. Il a hésité. C'est exact. Le tribunal est devenu très silencieux. Je n'essayais pas de l'embarrasser. Je voulais simplement que les faits soient consignés au dossier. Monsieur Ellison a réorienté l'interrogatoire vers ma retraite, suggérant que quitter une carrière militaire structurée avait rendu ma vie civile difficile. Cette partie était vraie, ai-je répondu honnêtement. La retraite a nécessité une adaptation. Y a-t-il eu des jours où vous vous sentiez perdu? Oui. Y a-t-il eu des jours où vous avez remis en question votre identité? Absolument. Il a souri légèrement, comme s'il venait de marquer un point important. Et pendant cette période, vous éleviez un jeune enfant. C'est exact. Donc, ne conviendriez-vous pas que c'était émotionnellement difficile? J'ai hoché la tête. Ça l'était. Il s'est tourné vers le juge. Pas d'autres questions. Je comprenais ce qu'il essayait de faire. Il voulait que le tribunal croie que reconnaître ses difficultés revenait à admettre une instabilité. Quand mon tour est revenu, je me suis replacé derrière le pupitre. Votre honneur, puis-je clarifier quelque chose? Vous le pouvez. J'ai fait face à la salle d'audience. Prendre sa retraite après 22 ans de service a été difficile. J'ai regardé brièvement David. Devenir mère pour la première fois l'a été tout autant. Quelques personnes ont souri doucement. J'imagine que la retraite est difficile pour les enseignants, les policiers, les infirmières, les chefs d'entreprise, pour presque tous ceux qui ont passé des décennies à bâtir une carrière.
Le juge Simons a légèrement hoché la tête. La question n'est pas de savoir si la vie nous change. J'ai fait une pause. La question est de savoir si nous continuons à être présents pour les personnes qui dépendent de nous. Puis, j'ai pris un autre classeur. Votre honneur, j'aimerais aborder la question du compte épargne conjugale. Monsieur Ellison a remué sur sa chaise. J'ai présenté des relevés bancaires certifiés, montrant 3 transferts importants, effectués par David à mon insu. Les dates étaient surlignées. Les numéros de compte correspondaient. Le juge Simons les a étudiés attentivement. J'ai posé une simple question à David. Quand avez-vous décidé de déplacer ces fonds, pour la première fois? Il a jeté un coup d'œil à son avocat. Je ne m'en souviens pas, vous ne vous souvenez pas, d'avoir transféré près de 80 000 euros. Cela faisait partie d'une planification financière. J'ai ouvert un autre dossier. Alors, peut-être que cet email rafraîchira votre mémoire. La tête de monsieur Ellison s'est tournée brusquement vers moi. J'en ai remis des copies au greffier. L'email avait été récupéré, lors de la communication des pièces financières. David l'avait écrit à son conseiller financier, près de 4 mois avant de demander le divorce. Une phrase avait été surlignée. Je veux que tout soit séparé, avant qu'elle ne réalise ce qui se passe. Le visage de David a perdu ses couleurs. Margaret s'est soudainement penchée en avant. C'est sorti de son contexte. Le juge l'a regardé, par-dessus ses lunettes. Madame Harrison, vous n'êtes pas une partie à la barre des témoins. Elle s'est rassise au fond de son siège, visiblement frustrée. Je n'en avais pas terminé. Votre honneur, j'aimerais également soumettre des relevés téléphoniques. Monsieur Ellison s'est de nouveau levé. Sur quelle base? Ils établissent des communications répétées, entre Monsieur Harrison et Madame Margaret Harrison, immédiatement avant et après chaque transfert financier. Le juge a accepté les documents. Le sourire confiant de Margaret a disparu. Pour la première fois de la matinée, elle avait l'air inquiète. Non pas parce que j'avais révélé quoi que ce soit de dramatique, mais parce que chaque document s'emboîtait, comme les pièces d'un puzzle. Pas d'accusation, pas de discours émotionnels. Juste des dates, des heures, des registres, et, petit à petit, l'histoire qu'ils avaient soigneusement construite, commençait à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. En début d'après-midi, la salle d'audience ne ressemblait plus à la scène de théâtre de David. Elle ressemblait à un endroit, où tout le monde attendait de voir, ce que les preuves révéleraient ensuite. Le juge Simons a ordonné une suspension de séance, de 15 minutes. Alors que les gens sortaient dans le couloir, je suis restée assise. J'ai soudainement réalisé, à quel point j'étais épuisé. Mes épaules me faisaient mal. Ma bouche était sèche. Se représenter soi-même n'a rien de prestigieux. Cela signifie porter chaque document, répondre à chaque question, et se demander toutes les quelques minutes, si l'on n'a pas oublié quelque chose d'important. Émilie s'est approchée depuis la salle d'attente des enfants, avec son livre de coloriage coincé sous un bras. Maman. Oui, ma chérie. Elle a passé ses 2 bras autour de ma taille. Je trouve que tu te débrouilles super bien. J'ai ri doucement. Tu n'as entendu que 5 minutes de conversation d'adulte. Je sais. Elle a levé les yeux vers moi. Mes grands-pères disent toujours, que les gens disent la vérité par leur façon d'agir. J'ai souri. Mon père est un homme intelligent. C'est vrai. Cette toute petite conversation a calmé mes nerfs, bien plus que n'importe quel conseil juridique n'aurait pu le faire. De l'autre côté du couloir, David discutait calmement avec Monsieur Ellison. Margaret ne parlait pas. Elle faisait les 100 pas. Toutes les quelques secondes, elle jetait un coup d'œil dans ma direction. Plus avec confiance. Avec de la frustration. L'huissier a rappelé tout le monde, à l'intérieur. Une fois le calme revenu dans la salle, le juge Simons s'est tourné vers moi. Madame Harrison, vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Je me suis levé, et j'ai pris un dernier classeur. Cette partie concerne les déclarations faites, dans la demande de garde de Monsieur Harrison. Monsieur Ellison s'est immédiatement levé. Votre honneur, nous avons déjà abordé ces allégations. Je crois que nous avons abordé les conclusions, ai-je répondu calmement. J'aimerais aborder la manière dont elles ont été créées. Le juge a hoché la tête. Poursuivez. Je me suis avancé vers la barre des témoins.
David, dans votre déclaration sous serment, vous avez affirmé que je laissais fréquemment Emily sans surveillance, parce que j'étais émotionnellement replié sur moi-même. Oui. Pouvez-vous indiquer au tribunal la date à laquelle cela s'est produit? Il a hésité. Je ne me souviens pas de la date exacte. Pouvez-vous citer une seule occasion? Le silence. Vous avez également déclaré que la maîtresse d'Emily avait exprimé des inquiétudes quant à ma façon de l'éduquer. C'est ce qu'on m'a dit. Par qui? Il a de nouveau regardé vers son avocat. Par ma mère. J'ai hoché la tête. Pas d'autres questions. Puis, je me suis tourné vers le juge. Votre honneur, j'aimerais soumettre une lettre de la maîtresse d'Emily. Le greffier a remis la lettre au juge Simons. Il l'a lue en silence, pendant près d'une minute entière. Finalement, il a levé les yeux. La lettre de la maîtresse disait quelque chose de simple, mais de puissant. Rebecca Harrison a été l'un des parents les plus constamment impliqués, avec lesquels j'ai travaillé, en 23 ans d'enseignement. Emily arrive préparée, se sent en sécurité, et partage clairement une relation affectueuse avec sa mère. À aucun moment. Je n'ai exprimé d'inquiétude concernant le rôle de mère de Madame Harrison. Le juge Simons a posé la lettre sur son pupitre. Il s'est tourné vers David. Monsieur Harrison. Oui, votre honneur. La maîtresse de votre fille, vous a-t-elle déjà dit que Madame Harrison était une mère inapte? David a dégluti. Non. Donc, cette déclaration dans votre requête. Elle venait de ma mère. Le tribunal est devenu parfaitement immobile. Le juge Simons a déplacé son attention. Madame Margaret Harrison. Margaret s'est levée lentement. Oui, votre honneur. Avez-vous dit à votre fils que la maîtresse d'Emily remettait en question les compétences parentales de Madame Harrison? Margaret a levé le menton. J'ai peut-être mal compris une conversation. J'ai ouvert tranquillement mon dernier dossier. Votre honneur, le juge m'a regardé, j'ai une dernière pièce à conviction. C'était un message vocal. Margaret l'avait laissé par erreur sur mon téléphone, des mois auparavant. Le greffier l'a diffusé, via le haut-parleur de la salle d'audience. Sa voix a rempli la pièce. David, si nous voulons obtenir la garde, arrête d'être gentil. Le juge ne connaît pas Rebecca. Nous devons juste la faire paraître instable, pendant assez longtemps. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, le juge Simons a retiré ses lunettes. Il a d'abord regardé Margaret, puis David. Enfin, il a dit d'une voix calme et mesurée, « Madame Harrison, ce tribunal prend les fausses allégations, impliquant le bien-être d'un enfant, extrêmement au sérieux. » Margaret a ouvert la bouche pour répondre. Le juge a levé une main. « Non, madame. » Elle s'est rassise, sans ajouter un mot. Pour la première fois de la journée, elle n'avait plus rien à dire. Le tribunal est resté silencieux pendant ce qui a semblé être une minute entière. Le juge Simons a passé en revue ses notes une dernière fois, avant de croiser les mains sur son pupitre. Lorsqu'il a finalement pris la parole, sa voix était calme, mesurée. Le genre de voix qui a plus de poids, justement parce qu'elle n'a jamais besoin d'être forte. Les décisions de garde ne sont pas destinées à récompenser un parent, ou à en punir un autre. Il a d'abord regardé David, puis moi. Elle n'existe que dans un seul but, l'intérêt supérieur de l'enfant. J'ai jeté un coup d'œil vers Emily. Elle était assise à côté du défenseur des enfants nommé par le tribunal, en train de colorier un autre dessin, sans se douter une seule seconde, que les prochaines minutes allaient façonner le reste de son enfance. Le juge Simons a poursuivi, au cours de l'audience d'aujourd'hui, ce tribunal a entendu des allégations concernant la stabilité émotionnelle de Madame Harrison. Il a fait une pause. Aucune de ces allégations n'a été étayée par des preuves crédibles. Monsieur Ellison a baissé les yeux, vers son bloc-notes. Le juge a tourné une autre page. Nous avons également reçu des preuves documentaires, montrant que Monsieur Harrison a transféré d'importants actifs conjugaux, à l'insu de sa femme, alors qu'il préparait un divorce. David fixait le sol. Fait plus préoccupant, a poursuivi le juge, le tribunal a entendu et examiné des preuves, suggérant une volonté délibérée de créer un faux récit, concernant la capacité de Madame Harrison à être mère. Personne n'a dit un mot. Même Margaret est restée parfaitement immobile.
Le juge Simons a refermé le dossier. Madame Harrison? Oui, votre honneur. J'ai examiné les dossiers scolaires, les dossiers médicaux, les témoignages, les documents financiers, ainsi que la recommandation de l'évaluateur nommé par le tribunal. Il a souri doucement. Chaque source indépendante vous décrit comme une mère constante, impliquée et aimante. J'ai senti ma gorge se serrer. Pendant des mois, je m'étais remise en question. Je m'étais demandé si, d'une manière ou d'une autre, j'avais échoué sans m'en rendre compte. Entendre ces mots, de la part de quelqu'un qui avait examiné chaque fait. J'ai eu l'impression que je pouvais enfin respirer à nouveau. Le juge Simons a repris. Par conséquent, la salle d'audience tout entière a semblé se pencher en avant. Ce tribunal accorde la garde physique principale d'Emily Harrison à sa mère, Rebecca Harrison. J'ai fermé les yeux juste une seconde, non pas parce que je voulais célébrer, mais parce que j'avais besoin de me stabiliser. Emily a levé les yeux. Maman. J'ai souri à travers mes larmes. Nous rentrons à la maison, toutes les deux. Elle a bondi de sa chaise, et a passé ses deux bras autour de moi. Je le savais. J'ai ri doucement. Je l'espérais. De l'autre côté de l'allée, David a lentement baissé la tête dans ses mains. Il n'a pas protesté. Il n'a pas interrompu. Il est simplement resté assis là. Le juge Simons n'avait pas terminé. Monsieur Harrison bénéficiera d'un temps de garde, conformément au calendrier ci-joint. Puis, son expression est devenue plus grave. J'encourage vivement les deux parents à se rappeler qu'Emily mérite l'honnêteté, et non le conflit. Il a regardé directement David. Et je suggère que les futures décisions concernant votre fille soient prises de manière indépendante. Tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Margaret a eu l'air de vouloir protester. Au lieu de cela, elle a pris son sac à main en silence. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle est sortie, sans prononcer un seul mot. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes attendaient pour une audience pénale, sans aucun lien, prévue plus tard dans l'après-midi. Quelques-uns ont remarqué la fin de notre affaire, et ont jeté un coup d'œil, alors que les familles sortaient du bâtiment. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne nous a mis de micro sous le nez, et c'était exactement ce que je souhaitais. Alors que nous atteignions les marches du palais de justice, David m'a rattrapé. Rebecca. Je me suis retourné. Je te dois des excuses. Sa voix semblait plus fluette, que je ne l'avais jamais entendue. J'aurais dû te faire confiance. Je l'ai regardé pendant un long moment. Tu aurais dû faire confiance à la mère de ta fille. Il a hoché la tête. Je sais. Je ne t'empêcherai pas de voir Emily. Il a levé les yeux. Mais je ne laisserai personne lui apprendre que les mensonges sont une façon acceptable de gagner. Je comprends. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai cru qu'il comprenait vraiment. Emily a glissé sa petite main dans la mienne. On peut aller manger une glace? J'ai ri. Je crois qu'on a bien mérité 2 boules. Alors que nous marchions vers le parking, elle a levé les yeux vers moi, avec un grand sourire. Alors? Oui. Tu étais vraiment colonel? J'ai souri. Je l'étais. Elle a serré ma main. Je trouve que c'est plutôt génial. D'une certaine manière, cela signifiait plus pour moi que toutes les médailles que j'avais jamais reçues. Une année a une curieuse façon de changer ce qui nous semble important. 12 mois après l'audience de garde, ma vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était, le jour où je suis entré dans la salle d'audience 4B. La maison semblait plus légère. Non pas parce que quelque chose avait changé physiquement. C'était le même porche d'entrée, le même plancher qui grinçait dans le couloir, le même érable sous la fenêtre de la chambre d'Emily. Mais la tension avait disparu. Les matins de semaine, Emily et moi avions trouvé un rythme qui ressemblait enfin à un vrai foyer. Je me réveillais avant 6 heures, je préparais une cafetière, et je faisais son déjeuner, pendant qu'elle fouillait la maison, à la recherche de n'importe quelle chaussure ou devoir scolaire, qui avait mystérieusement disparu pendant la nuit. Certains matins, elle entrait dans la cuisine en dansant, et en chantant ce qu'elle avait appris en cours de musique. D'autres matins, elle traînait des pieds, les cheveux en bataille, et déclarait qu'elle était trop fatiguée pour les multiplications. Ces moments ordinaires sont devenus ma partie préférée de l'existence. Après tout ce que nous avions traversé, l'ordinaire ressemblait à un cadeau.
J'ai également repris le travail. Pas dans l'armée. Ce chapitre s'était terminé exactement quand il le fallait. J'ai plutôt accepté un poste à temps partiel, pour accompagner des conjoints de militaires, qui se préparaient à une carrière civile, ou qui faisaient face à des transitions familiales difficiles. Beaucoup d'entre eux portaient la même peur, que j'avais ressentie autrefois. Qui suis-je, si je ne porte plus l'uniforme? Je n'ai jamais fait de discours. J'ai simplement écouté. Puis, je leur disais une chose, que j'avais apprise à mes dépens. L'uniforme vous apprend à servir. Il ne décide pas de qui vous êtes, une fois que vous l'avez raccroché. Ces conversations m'ont autant aidé, qu'elles ont aidé les autres. David est resté présent dans la vie d'Émilie. Le calendrier de garde du tribunal a mieux fonctionné que ce à quoi je m'attendais. À son crédit, il n'a jamais manqué un seul week-end. Il s'est présenté au concert de l'école, aux matchs de football, et aux fêtes d'anniversaire. Lentement, il est devenu le père, qu'Émilie méritait d'avoir. Nous n'avons jamais plus été proches, mais nous avons appris à être respectueux. C'était suffisant. Margaret, en revanche, s'est effacée discrètement, à l'arrière-plan. Elle voyait Émilie occasionnellement, pendant le temps de garde de David, mais elle n'essayait plus d'interférer. Que le tribunal l'ait changé, ou lui ait simplement fait réaliser, qu'il y avait des conséquences à franchir certaines limites, je l'ignore honnêtement. Et, au bout d'un certain temps, j'ai cessé de me poser la question. Un samedi après-midi, Émilie et moi nettoyions le grenier, lorsqu'elle a trouvé une vieille housse verte, cachée derrière une pile de décorations de Noël. Elle l'a traînée sur le sol. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Elle l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur, était suspendu mon uniforme de cérémonie de l'armée, avec l'insigne de l'aigle en argent, les rubans, et les médailles. Elle l'a fixé avec de grands yeux. « Alors, c'est ça que tu portais ?» « Oui. » Elle a levé les yeux vers moi. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Je me suis assise à côté d'elle, sur le plancher du grenier. Je ne voulais pas que tu penses, que ces choses étaient la partie la plus importante, de mon existence. Elles ne le sont pas? J'ai souri. Non. Qu'est-ce qu'il est? Sans hésitation, j'ai répondu, toi. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Je trouve quand même que tu devais avoir l'air plutôt cool. J'ai ri. J'avais un uniforme plutôt élégant, c'est vrai. Elle a gloussé. Tu devrais le porter pour Halloween. Je crois que je suis un peu vieille pour ça. Pas du tout. Pendant les minutes qui ont suivi, nous avons ri à nous en faire mal au ventre. Il m'est alors apparu, que c'était là, la véritable victoire. Pas la salle d'audience. Pas le fait que le juge reconnaisse mon grade. Pas le fait d'avoir prouvé que Margaret avait tort. La vraie victoire, c'était qu'Émilie allait grandir en voyant la force, mais sans l'amertume. Elle avait vu sa mère se battre avec des faits, au lieu de la colère. Elle avait appris que la dignité dure bien plus longtemps que la vengeance. En regardant en arrière, j'ai réalisé que l'armée m'avait appris à diriger sous la pression, mais que devenir la mère d'Émilie m'avait appris pourquoi cela avait de l'importance. Les grades m'ont ouvert des portes dans ma carrière, mais c'est l'amour qui m'a porté, à travers la bataille la plus difficile de ma vie. Si vous avez déjà été sous-estimé, ou jugé sur un seul chapitre de votre histoire, j'espère que vous vous souviendrez, que ce n'est pas aux autres de décider de votre valeur, c'est à vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, j'espère que vous vous joindrez à nouveau à moi, pour en écouter une autre.